Suivez désormais sur Congo Web Télévision Web Presse. Web Presse est une émission de débat avec pour invité seuls les journalistes. Analyse et décryptage, bref, toute l'actualité au crible. Retrouvez Paulette Kimuntu Kimpiob avec Web Presse chaque mercredi à 20h et en rediffusion le jeudi à 9h. Web Presse, bien comprendre chez vous. Très heureuse de vous revoir, mesdames et messieurs, pour notre émission Web Presse. Ce soir, nous allons décortiquer deux grands thèmes qui font l'actualité en République démocratique du Congo. Le programme du gouvernement Matata Ponyo et la rébellion à l'Est, quid. J'ai sur le plateau deux grands noms de la presse congolaise, Monulfe Bosso, Télé 7 et Ambroise Mamba, Congo Web Télévision. Nous allons essayer de parler du gouvernement Matata. Tout d'abord, Monulfe Bosso, quand le gouvernement est sorti il y a quelques semaines, quelle a été votre première impression? Bon, au fait, j'ai vu transparaître dans l'esprit du Premier ministre les soucis de ne pas engager beaucoup plus de dépenses. Parce que quand on voit le gouvernement de Gizenga, 1, 2, Muzito, 1, 2, tout ça là, c'était des gouvernements éléphantesques avec plus de 60 ministres. Alors, partir de 60 jusqu'à 36, vous voyez, pratiquement, c'est une compression de pratiquement de la moitié. Il a fusionné beaucoup de ministères. Il a fusionné beaucoup de ministères et là, ça demande une certaine expertise de la part de ceux qui sont appelés à gérer ces portefeuilles ou ces ministères. Alors, vraiment, on a vu des innovations à travers, par exemple, quand vous prenez... c'est quoi ça? On a appelé ce qu'on a confié à Lambert Mende. La nouvelle citoyenneté. La citoyenneté, ça n'a jamais existé. Okay. Et une autre innovation, c'est qu'on n'a plus un ministre de tutelle pour le ministère des Finances. Des Finances, c'est attaché à la primature. Ça, c'est une innovation. C'est pour dire que le Premier ministre veut à tout bout de champ, contrôler tout ce qui est en rapport avec les finances, d'autant plus que c'est lui-même l'ordonnateur. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai essayé un peu de voir. Et je vois que le méga ministère, par exemple, des infrastructures, où il y a l'aménagement du territoire, il y a tant d'autres ministères comprimés dans ça. Bon, je me dis, bon, c'est beaucoup plus de travail à ces gens-là, et ce ministre, plutôt, doivent comprendre ce que veut maintenant le Premier ministre, en sa qualité de Premier ministre et coordonnateur de l'exécutif national, et de se mettre à sa place et d'essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'est ce que j'attends de ce gouvernement. Alors, la même question à Ambroise Mamba, votre première impression par rapport à ce gouvernement? Effectivement, la première impression est toujours la bonne. Effectivement, comme mon aîné Monulfe l'a dit, Matata Ponyo a eu l'idée effectivement de pouvoir réduire les trains de l'État. Voilà pourquoi il a réduit les portefeuilles ministériels. Et il y a eu même des innovations, comme on l'a dit, la nouvelle citoyenneté qu'on a accordée à Lambert Mende. Mais l'inquiétude que j'ai à ces moments, c'est par rapport à des prérogatives qu'on a ajoutées au ministère du Plan. On a parlé de la révolution de la modernité. On en fait tout un ministère. Pourtant, c'est un programme de gestion ou bien programme de gouvernance du chef de l'État quand il était dans une campagne. Ce qui veut dire que peut-être cette appellation va rester. Juste après Joseph Kabila, l'appellation ministère du Plan et Révolution de la Modernité va rester. Pourtant, c'est un programme comme celui des 5 chantiers de la République lors de la législature 2006-2011. Et l'inquiétude aussi, c'est en rapport avec les finances. Là, il a nommé un ministre délégué rattaché à la primature, mais chargé des finances. Il a été lui-même ministre des Finances. Peut-être qu'il comprend bien les rouages du ministère des Finances et il veut avoir la même mise sur ses portefeuilles ministériels. Mais je trouve que quelque part, quand il a travaillé comme ministre des Finances, il n'a pas eu des surnoms comme ses prédécesseurs, comme on les appelait Monsieur 10%. Et voilà pourquoi il a voulu encore avoir cette même mise au niveau du ministère des Finances pour qu'il ne puisse pas y avoir un peu des fonds d'État qui se volatilisent. Monulfe Bosso, est-ce que ce gouvernement n'est pas... Il y a certaines langues, certaines mauvaises langues qui disent que ce gouvernement n'est pas très vertébré, entre guillemets. Mais Matata Ponyo a voulu s'entourer des gens pas très connus pour qu'il essaie un peu de les mater, en fait. Non, moi je pense que
on ne peut pas dire comme ça là. Dire que ce sont des vertébrés ou pas, mais quand est-ce qu'on devient vertébré? Qui est né des vertébrés? Je pense que moi, dans la presse aujourd'hui, vous m'avez présenté tout à l'heure comme quoi de grands noms de la presse, mais en venant, on ne m'appelait pas grand. C'est en apprenant qu'on devient grand. Mais ces gens-là, pour la plupart des cas, c'était des gens, vous savez, nous avons eu à faire des interviews avec certains ministres, où vous trouvez que vraiment, comment on l'a nommé ministre, je m'excuse de le dire, mais vous trouvez qu'il y a une certaine insuffisance. Mais avec le temps, vous verrez que le même monsieur-là s'est métamorphosé. Ce sont des intellectuels. Et pour la plupart des cas, ce sont des universitaires. Ce sont des gens qui ont eu à étudier, ils ont été dans des différents cabinets. Mais si je ne me trompe pas, Monulfe Bosso, même Ambroise peut renchérir là-dessus, mais ce pays a été, comment dire, a été dirigé par ceux qui ont étudié. On a dit que ce sont les professeurs, les docteurs qui ont détruit ce pays. Voilà. Il ne faut pas toujours avoir l'idée comme quoi ce sont toujours les chefs des partis politiques le même. On prend le même qui ont échoué pour reprendre, recommencer avec eux. Non, il faut tenter aussi autre chose, c'est-à-dire avec les autres. Peut-être que, comme on a pris les nouvelles figures, mais toutefois, il y a la vieille garde qui est restée. Qui tire les ficelles dans l'ombre, en fait, c'est ça le problème. Quand je parle de la vieille garde ici, je vois dans la composition même du gouvernement où on trouve ceux qui ont été là pendant 5 ans. Les cas de Maker Mango, les cas de Lambert Mende, les cas de Kabouloulou. Ce sont des vieilles gardes qui sont revenus et qui sont là, qui pourront de temps à temps dire que mon cher collègue, ici, c'est comme ça qu'il faut faire, et c'est par là, de tel genre de choses. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde. Si on dit simplement que non, il faut des vertébrés, il faut de ceci, cela, mais non. François Hollande, aujourd'hui, il a géré quel ministère avant de devenir aujourd'hui président de la République française? Vous allez dire que devant Sarkozy, vous avez suivi les débats. Il a montré de quoi il était capable, alors que Sarkozy avait demandé 3 débats. Parce qu'il était sûr de lui, au regard de son expérience, de pouvoir mater l'autre. Mais un seul débat, je pense bien qu'à mon sens, j'ai tiré la conclusion comme quoi Sarkozy n'était pas à la hauteur de François Hollande. Et voilà, c'est quelqu'un qui vient. Ces gens-là, il faut leur donner toutes les chances. Ce sont des Congolais qui ont des compétences, qui ont étudié, qui ont l'intelligence, qui maîtrisent les domaines où ils ont été convoités justement pour assurer une mission, et la mission, elle est noble pour notre pays. Justement, pour ajouter, quand on parle des vertébrés, justement, au niveau du gouvernement, la question qui me vient en tête, les vertébrés sont ceux qui sont compétents ou ceux qui ont un nom. Ils ont peut-être de l'expérience. De l'expérience, ainsi de suite, mais par rapport à ce qu'on a... Un nom connu. Vous savez, pendant la législature 2006-2011, on a eu à déplorer beaucoup de choses. Les chefs des partis politiques qu'on a eu à nommer dans le gouvernement n'ont pas quand même donné le meilleur d'eux-mêmes par rapport à la population, par rapport à ses attentes. Ce qui a fait qu'il a fallu un sang neuf, il a fallu qu'on puisse rompre avec l'ancienne manière de gérer le pays, et en donnant ces noms qui sont nouveaux, ce sont des nouveaux noms pour la plupart, je pense qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose, et s'ils n'ont peut-être pas l'expérience, ils vont l'acquérir. Il faut d'abord les évaluer après quelques années pour voir si effectivement ils vont bien ou mal gérer. Moi, je dirais plutôt que la plupart de ces gens-là, pour le compléter d'ailleurs, sont des experts. Des technocrates, en fait. Des technocrates. On en a besoin maintenant. On en a besoin parce que le mal est tellement profond, à telle enseigne qu'il faut des médecins, et pas n'importe quel médecin, pas des généralistes, des spécialistes avec des bistouris pour justement extirper cette gangrène-là qu'on peut, qui cause problème. Voilà. Donc il y a quand même quelques ministres qui ont été retenus, qui ont fait partie de l'ancien gouvernement. Quels sont les critères qui ont concouru à ce qu'ils puissent revenir? Si je prends le cas des... Tu peux citer un ou deux, Lambert Mende ou Maker Mango. Voilà, je prends le cas de Lambert Mende. Okay. Vous savez que... Qu'est-ce qui a milité à sa reconduction? Il a milité à ça simplement parce que c'est un monsieur qui a défendu la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais, face à toutes les accusations portées par les... Mais on dit il a plutôt défendu le chef de l'État que le gouvernement, que la République démocratique du Congo. Il parlait au nom du gouvernement. Nuance, il faut faire. Il n'est pas le porte-parole du chef de l'État. Jusqu'à présent, notre chef de l'État n'a pas un porte-parole. À l'époque, c'était Koudoura. Mais depuis, on a supprimé ces postes. Maintenant, Lambert Mende ne parlait pas au nom du chef de l'État, il parlait au nom du gouvernement congolais. Et qui dirige le gouvernement congolais? C'est pas le chef de l'État ou c'est le Premier ministre? Le Premier ministre est le chef de l'exécutif national. C'est clair. C'est clair. Alors, on défendait le gouvernement congolais parce que ces attaques des ONG,
ces accusations de ces ONG-là étaient dirigées contre le gouvernement congolais. Il fallait une réplique. Et la réplique, vous l'avez senti vous-même. Ça mérite, ça fait que Lambert Mende puisse retourner dans ces ministères-là pour continuer à faire le même travail. Sinon, c'est le gouvernement qui était traîné dans la pâture. Ok, ça c'est de un. De deux, quand je prends le cas de Maker Mwang, je pense dans son secteur de l'éducation, il a innové dans son secteur. Qu'est-ce qu'il a fait pratiquement? Il a innové, moi je me rappelle quand j'ai présenté les examens d'État, il a fallu 2 mois, 3 mois après pour que nous ayons les résultats. Aujourd'hui, simplement 10 jours, une semaine, vous avez déjà les résultats. Ça c'est une innovation. Vous comprenez? Mais néanmoins, on va demander, on ne peut pas dire que c'est totalement bien, mais il faut voir maintenant dans ces secteurs-là, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'il ne suffit pas simplement qu'on proclame les résultats du jour au lendemain, mais néanmoins, qu'est-ce qu'on met dans la tête de ces enfants-là qui brandissent leur diplôme? Est-ce que ces diplômes-là équivaut aussi à leur niveau de formation? C'est ça aussi le problème, qu'il faut revoir au niveau de l'enseignement de base. Ok. Mais par rapport à ça, justement... Peut-être le ministre de Mines, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qui a milité à sa reconduction? Bon, je pense que le chef de l'État seul sait pourquoi il a reconduit par rapport à ça, mais je pense que du côté du secteur minier, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas pour rien d'ailleurs que dernièrement, le ministre du Budget a demandé l'assistance du FMI pour qu'on regarde, qu'on puisse améliorer la fiscalité minière, puisqu'on a constaté que ça participait faiblement à l'assiette fiscale du pays. Et là, je ne pense pas que je peux quand même lui jeter des fleurs. Non, là, je ne peux pas lui jeter des fleurs parce que la fiscalité, déjà, participe faiblement à l'assiette fiscale du pays. Mais en ce qui concerne Lambert Mende, je pense qu'en tant que journaliste, d'abord, Lambert Mende a bien communiqué. Chaque fois que moi, journaliste, j'ai besoin de l'avis du gouvernement par rapport à... c'est pas moi, un rapport. Lambert Mende est toujours là. Est toujours disponible. Mais l'inquiétude que j'ai mise, c'est de voir Lambert Mende parler, même sans qu'il y ait conseil des ministres. Et là, je me demande, ce sont les décisions qui viennent de son chef ou ça vient du gouvernement, justement. Et c'est là qu'effectivement, on a semblé croire qu'il est même le porte-parole du chef de l'État. Lorsqu'on a publié un article dans Jeune Afrique, Kabila égale Mobutu Light, Lambert Mende a parlé comme s'il défendait directement le chef de l'État. Pourtant, l'article mettait en compte le chef de l'État. Et lui qui devait parler au nom du gouvernement a parlé au nom du chef de l'État. C'est là que je me dis qu'il y a eu un peu une certaine confusion. Alors, Maker Mwang, c'est comme on l'a dit, par rapport... aux examens d'État, il a eu quand même à travailler, mais ce qu'il faut faire actuellement, c'est améliorer Lambert Mende pour sa part, qu'il donne les points de vue qui engagent tous les gouvernements, un point de vue qui vient du Conseil des ministres, et Maker Mwang améliore du côté de la qualité de l'enseignement pour que ce qui entre dans la tête des élèves soit quand même assez défendable par rapport à... Est-ce que Monul Phobos, est-ce que le genre a été respecté dans ce nouveau gouvernement? Bon, 5 femmes à peine? Faiblement, au regard de la Constitution, qui demande à ce que dans toutes les institutions, les femmes soient représentées à 30%. Alors moi je me dis, je ne sais pas si sur le 36 ministres et que vous avez à peine 6 ministres femmes, je me dis, je ne sais pas si ça représente le 30%. Voilà. Voilà, nous allons maintenant essayer de décortiquer le projet de société qu'a présenté le Premier ministre Matata Ponyo à l'Assemblée nationale. J'ai retenu les 6 grandes stratégies que le Premier ministre va établir, poursuivre et finaliser les réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État, consolider la stabilité macroéconomique et accélérer la croissance et la création de l'emploi, poursuivre la construction et la modernisation des infrastructures de base et des services, améliorer le cadre de vie et les conditions sociales de la population, renforcer le capital humain et faire de la société congolaise un vivier de la nouvelle citoyenneté, renforcer la diplomatie et la coopération au développement. Je vais prendre d'abord le thème qui est assez nouveau, comme l'a dit Monulf, la nouvelle citoyenneté. Monulf, c'est quoi la nouvelle citoyenneté? Moi, franchement parlant, je ne maîtrise pas tellement ce qu'on voudrait... par ces ministères qu'on a confiés à Lambert Mende, mais je pense bien que la question serait de poser la question. Je ne sais pas ce qui a motivé le Premier ministre à parler de la nouvelle citoyenneté. Est-ce qu'on pense déjà comme quoi il fallait inculquer dans le mental des Congolais l'amour de la patrie? Est-ce que c'est le civisme ou bien il faut aller au niveau des écoles pour apprendre ça aux enfants ou quoi? En tout cas, moi, à mon sens,
je ne sais pas parler là-dessus parce que je ne maîtrise pas. Mais voyons voir, comme on a mis le gouvernement en place, est-ce que le ministre pourra faire et on saura davantage parce que ça c'est dans le secret du Premier ministre et le ministre à qui on a confié ces gouvernements. Une question quand même m'est revenue, j'allais sauter ça. Est-ce que la géopolitique a été respectée pour la composition de ce gouvernement? Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes au sein même de la famille politique du chef de l'État. On parle des 33% des ministres qui reviennent à la province du Katanga, par exemple. Et on parle de 15 ministres qui reviennent à l'espace swahiliphone. Et de ce point de vue, je pense par exemple au niveau de la géopolitique, il y a des problèmes. Et là, je pense que c'est le seul Premier ministre qui peut répondre à la question. Mais en ce qui concerne la nouvelle citoyenneté, par exemple, je me dis qu'il y a des valeurs peut-être républicaines qu'on va inculquer à la population. Mais qu'est-ce qu'on a reproché à l'ancienne? Et l'ancienne parlait de quoi? Si on parle de la nouvelle, c'est qu'il a existé une ancienne citoyenneté. Mais qu'est-ce qu'on reproche à l'ancienne? Et la nouvelle va nous parler de quoi? Elle sera axée sur quoi? Et d'ailleurs, le cahier des charges même de ce ministère n'a pas été encore élaboré, n'a pas été encore défini. Je pense qu'il appartiendra peut-être à Lambert Mende ou au Premier ministre lui-même de définir ce que l'on entend par nouvelle citoyenneté. Mais par rapport à la nouvelle citoyenneté, je pense que là, il y a à boire et à manger. À boire et à manger. Est-ce que par rapport à la manière dont la population se comporte vis-à-vis des institutions du pays, est-ce qu'on remarque qu'il y a une certaine... qu'il y a des faiblesses qu'il faut inculquer, c'est pas moi, un civisme dans la population. Vous sentez qu'il n'y a pas l'amour de la patrie, les Congolais n'aiment pas leur pays, qu'est-ce qui se passe pour qu'on renforce cette citoyenneté? Moi, je n'aime pas m'attaquer aux effets, mais j'aime bien les causes. Qu'on aille jusqu'à... Je parle ici, je suis historien des formations. Okay. J'aime bien chercher la cause. Qu'est-ce qui déclenche? Quelle a été... Il ne faut pas voir simplement la cause immédiate, mais il faut rentrer dans le passé, essayer un peu de voir jusqu'au fin fond là-bas pour chercher à comprendre qu'est-ce qui a poussé ces mouvements-là à être déclenchés aujourd'hui. C'est parce que quand on dit aujourd'hui que les gens n'aiment plus la patrie, ils n'aiment pas ceci, cela, mais qu'est-ce qui les pousse à adopter certains comportements de ces gens-là? Parce que simplement, il y a quelque chose qui ne marchait pas et on doit, avec ces ministères-là, chercher à comprendre ces failles-là, colmater les brèches et ensuite, quand on répare tout cela, et on peut toutefois avancer. Je pense que ce serait une bonne chose. On va y aller thème par thème, renforcer la diplomatie et la coopération au développement. Donc notre diplomatie est en moule, est en baisse. Le Congo n'est pas fort diplomatiquement aujourd'hui? Oui, je dois vous dire une chose, ça c'est une vérité. Moi qui vous parle là, je suis historien des relations internationales et d'histoire politique du Congo. Et en plus de cela, je suis fils d'un ancien diplomate de ce pays. Moi, je me rappelle qu'à un certain moment, je ne voudrais pas citer l'époque, mais quand on dit que c'est les diplomates de tel pays, on avait l'honneur, on avait la dignité, on sentait que vraiment c'était une puissance au cœur du continent africain. Mais qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, notre diplomatie? Et en commençant par ceux qui sont appelés à représenter nos pays, à défendre la cause de la RDC sous d'autres cieux. Dans quelles conditions ils sont logés, ces gens? Moi, j'ai fait le voyage et quand j'arrive chaque fois dans nos ambassades, mais c'est regrettable. Moi, je me dis, je ne voudrais pas citer les noms ici parce qu'on dira que non, mais pourquoi non. Mais dans beaucoup de pays, que ce soit les pays africains ou européens où on a été, mais quand vous arrivez là-bas, avoir simplement la situation des non-diplomates, ça laisse à désirer. Alors, quelqu'un qui doit dépendre des autres, c'est-à-dire des autres diplomates, de la générosité des autres diplomates pour survivre, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous donne, qui donne les meilleurs de lui-même? Impossible. Ils ont des enfants qui ont des problèmes. Il y a de ces enfants-là qui ont séché d'aller à l'école. Il y a de ceux-là qui sont là depuis plus de 2 décennies. Le mandat est fini, ils ne savent pas rentrer chez eux. Et de ce quoi on ne sait pas nommer les autres pour les remplacer. Ils sont là, mais ils sont dans une situation de défaitisme total. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, là, avec je pense bien qu'avec le nouveau gouvernement, quand on dit qu'il faut renforcer la diplomatie, on n'envoie pas les gens pour le plaisir d'envoyer. Il y a combien de pays dans ce monde entier? On ne peut pas envoyer les ambassadeurs partout. On verra là où se trouve notre intérêt.
Quand on trouve que nous avons de l'intérêt créer en Angola, des pôles nous avons une d'intérêt. forte colonie, par exemple en Angola ou dans n'importe quel pays, on envoie. Vous allez envoyer des gens, je ne sais en pas. Tchétchénie ou En Biélorussie. Tchétchénie ou en Biélorussie, où nous n'avons pas d'intérêt là-bas. communauté. Mais ça, c'est quoi? Du gaspillage. C'est vraiment du gaspillage. Je pense que, comme on pense à renforcer cette diplomatie, que ça soit les grands Congo. Mais, Un Congo mais fort. la diplomatie va de pair avec l'économie, Ambroise Mamba, si je ne me trompe pas. Non, bon, peut-être vous voulez parler des moyens qu'il faut mettre à la Oui, disposition donc du diplomate. l'économie et la peut-être par diplomatie rapport à doivent ça. aller de pair. Mais les problèmes ici par rapport à la diplomatie elle-même, c'est comme l'a dit mon aîné Monulf, que il faut voir là où il y a nos intérêts. Les relations diplomatiques, c'est d'abord un problème d'intérêt. Il ne faudra pas nommer les diplomates partout pour qu'ils aillent, c'est pas moi, croiser les bras là-bas. Mais quand on parle du renforcement de la diplomatie, c'est un mot que je n'entends pas pour la première fois. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Gizenga est passé là-bas, il en a parlé. Moussito est passé, il en a parlé. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est un problème qui date de très longtemps. Le problème, c'est les moyens, ce sont les moyens qu'on met à la disposition de ces diplomates. Et la politique aussi, hein, la politique du pays par rapport à d'autres États. Et comment est-ce qu'on entretient ces rapports-là, les rapports bilatéraux? On doit sentir que quelque part, au niveau d'abord interne, il y a quelque chose qui encourage aussi ces diplomates à pouvoir se comporter d'une certaine manière. Comme ça, le pays aura un certain poids. Il ne faudra pas qu'aujourd'hui, un Congolais qui se déplace ailleurs, il a honte de se présenter comme Congolais. Ça, c'est pas quand même gay. Et là, je pense que le Premier ministre Matata Ponyo, qui l'a dit, renforcé, je ne voudrais pas que ça puisse se limiter au niveau des ambitions tout court. Mais que ça puisse Il a dit aussi qu'il doit consolider la stabilité macroéconomique et accélérer la croissance et la création de l'emploi. L'emploi en RDC. Vous avez des chiffres, Monulf? Il y a combien de chômeurs en République démocratique du Congo? Il a parlé de 80% des Congolais qui seraient des chômeurs. Je pense que ça, c'est vraiment l'épine dorsale dans le pied du Premier ministre. Mais, à suivre le programme du gouvernement, quelle est la stratégie du Premier ministre, justement, pour endiguer le chômage? Ça, on n'a pas vu. Parce d'autant plus que lui-même a présenté un programme, je ne sais pas, c'était la symbiose, ou soit, je ne sais pas moi... Mais il est technocrate, il n'a pas donné les chiffres, il n'a pas livré les chiffres, il n'y a pas de chiffres. C'est ce qui rentre en contradiction avec lui-même. On est journaliste. Quand vous dites que vous êtes technocrate, il faut présenter un travail d'un technocrate. Chiffre à l'appui. Alors, vous voyez qu'il a présenté un document non chiffré. Et là, ce n'est pas bien. Mais pourquoi il a caché ces documents? Je ne sais pas. Il a caché pour qui? Parce que ceux qui sont habilités aujourd'hui à investir son gouvernement, comme c'est le cas pour cet après-midi, ce sont ceux-là à qui il n'a pas voulu remettre tous les détails. Donc, je pense que si on était dans un parlement responsable, où il y avait peut-être la parité entre la majorité et l'opposition, on pouvait même récuser ces programmes-là. On pouvait récuser, il ne faut pas avoir honte de les dire. Mais est-ce que ça se fera? Non, je ne pense pas. Ils ont la majorité déjà. La majorité, c'est la loi de la majorité qui va primer là-bas, mais il faut que la majorité pense à l'intérêt supérieur du peuple congolais. Le problème avec l'emploi, c'est qu'il ne faut pas oublier, l'emploi figure parmi les 5 chantiers prioritaires du chef de l'État. Hein. On n'en est plus là, maintenant on est dans la révolution de la modernité. Oui, mais vous parlez de l'emploi comme programme de Matata Ponyo aujourd'hui. Mais ça fait partie de chantiers prioritaires du chef de l'État du quinquennat passé. Est-ce qu'on peut évaluer, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'emploi? Ce qui a été fait? Combien d'emplois ont été créés? Rien, absolument. Parce que le gouvernement sortant ne nous a pas donné les chiffres. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on parle des chantiers prioritaires, ça veut dire qu'il y a d'autres chantiers qui ne sont pas prioritaires. Mais on va mettre l'accent plus sur les chantiers qui sont prioritaires. Et l'emploi a été prioritaire. Mais pour un chantier qui a été prioritaire, on n'a pas des bilans présentés aujourd'hui. C'est vraiment déplorable. Et aujourd'hui, quand on y revient encore, qu'est-ce qu'on demande à la population pour qu'on y croie? Si vraiment il y a déjà un bilan négatif par rapport à ça. C'est là que je dis, il ne faudra pas qu'il y ait encore beaucoup de promesses de trop, ce n'est pas intéressant. Mais mon aîné l'a dit, Matata Ponyo, quand il a été nommé Premier ministre, j'ai crié, j'ai dit ok, on y est parce que c'est un technocrate. Mais sa technocratie me déçoit un peu parce qu'il a présenté un projet de société et non un programme de gouvernance. Un projet de société, c'est un projet de société de chaque parti politique. Nous allons faire ceci, nous allons renforcer la diplomatie, nous allons améliorer les conditions de vie de la population. Ça, c'est ce que tout parti politique dit. Même l'UDPS le dit aussi. Mais le programme
doit Quelle est avoir la nuance, un chronogramme. la nuance de tout ça? Les programmes doivent doivent avoir un chronogramme. C'est là qu'elle doit chiffré, intervenir. C'est là que doit intervenir la technocratie des Matata Pogno. Il doit nous dire pendant un délai d'autant de jours, voilà ce que je vais faire avec tel montant, voilà comment je compte mobiliser les recettes pour arriver à cela. Mais quand il ne les dit pas, mais je suis déçu de sa technocratie, en tout cas, excusez-moi. C'est là que je dis, effectivement, Matata Pogno doit quand même nous donner quelque chose de meilleur. Et là, l'Assemblée nationale comme représentation nationale, on ne peut pas quand même continuer dans cette politique-là d'enfance, la politique d'enfance, de croire que tout est politisé, comme si quand on récuse un programme de gouvernance, on récuse les chefs de l'État, on récuse la politique du chef de l'État. Non, on récuse les programmes qui n'ont pas été bien élaborés, les programmes dans lesquels la population n'a pas trouvé son compte. C'est ce que la représentation nationale doit faire pour qu'on amène Matata Pogno à bien faire. Revenons sur l'emploi. L'emploi. Ça préoccupe tout le monde. Quand vous voyez, chaque fois qu'il y a collation des grades académiques, il y a des milliers de jeunes qui sont lancés dans le marché de l'emploi. Lancés sur le marché de l'emploi. Mais combien on en a créé justement pour occuper tous ces jeunes gens-là? Rien. Prenons les 5 ans de la première législature. Qu'est-ce qu'on a pu créer comme emploi? Moi, je suis journaliste de terrain. Quand j'arrive, je le vois dans des chantiers. Mais demandez à ces jeunes gens-là, dans certains de mes reportages, ils déplorent, ils disent, nous on nous paye 3 000, 3 500 francs par jour. Ce sont des journaliers en fait. Des journaliers. Mais ça, c'est pas l'emploi. Parce qu'un Congolais tel que nous connaissons aujourd'hui, quelqu'un peut rester chez lui là-bas, il fait ses business, il peut avoir plus que ça. Mais quand vous l'occupez pendant toute la journée, plus de 8 heures de travail, pour lui donner 3 500, ce n'est pas ça l'emploi. C'est inhumain. Je pense bien que le Premier ministre devait faire ceci. Dire par exemple... Mais quelle est la structure? Je ne sais pas si on doit faire un petit parallélisme, Monulfo Bosso, soit en France, prenons l'exemple de la France. Quelle est l'institution qui s'occupe par exemple de la création de ces emplois-là? C'est peut-être pas le gouvernement, il y a peut-être une institution spécialisée qui s'occupe de la création des emplois. Non, de toutes les façons, madame, ça rentre toujours dans le programme du gouvernement pour la création de l'emploi. Ok? Et le gouvernement travaille avec des partenaires. Et nous, on n'en a pas ces partenaires? Ils sont là. Mais je voudrais apaiser Paulette ici pour dire qu'il y a au ministère du Travail une structure d'ailleurs du gouvernement, Proyen. C'est une structure qui a la charge d'identifier les chômeurs à travers le pays. D'ailleurs, dernièrement, le Proyen a organisé une manifestation de sensibilisation des jeunes chômeurs pour qu'ils puissent identifier. Mais je me suis posé la question de savoir, on va identifier les chômeurs, pourquoi faire? C'est ça le problème. Mais qui est chômeur, en fait, Monulf? Le critère, qui est chômeur? Mais le chômeur, c'est qui? Dans des pays, comme on a toujours l'habitude de dire que non, moi je suis chômeur américain. C'est-à-dire quelqu'un qui a étudié, qui a toutes les compétences nécessaires, mais qui ne trouve pas d'emploi. Et celui-là... L'emploi qui équivaut à sa spécialité. Sa spécialité, par exemple. Vous comprenez? Oui. Alors, il a son diplôme avec lui, mais il ne trouve pas d'emploi. C'est celui-là qui est chômeur. Mais il doit être identifié par une structure, pour dire que, bon, écoutez, nous avons dans notre structure, si on voit dans notre, je sais pas moi, ordinateur ou quoi, on a autant de chômeurs pour tel. Et quand il y a emploi directement, c'est à ces gens-là qu'on recourt. Ils sont convoqués, justement, pour aller compétir. Et au cas où ils arrivaient, par exemple, à donner satisfaction, ils sont engagés. Vous comprenez? Mais est-ce que ça existe chez nous? Chez nous, il y a des gens que j'ai vus avec des cartes de chômeurs qui ont ces cartes-là depuis plusieurs années. Et aucune fois, ils ont reçu un coup de fil pour leur dire que venez, voilà, on a trouvé des embauches pour vous autres. Non, aucune fois. Alors, le Premier ministre devait faire quoi avec son programme-là? Parce que j'ai senti le souci là de pouvoir changer un peu la donne. De 80%, réduire au moins, si on peut atténuer jusqu'à 50%, 40. Ça va quand même. Mais il fallait qu'ils nous disent que pour cette année, de tels, comme mon gouvernement est investi, nous sommes aujourd'hui le 10, le 9 mai. Le 9 mai. Le 9 mai, jusqu'au 9 mai prochain, voilà, je vais donc réduire le nombre de chômeurs. En commençant par, pour une année, voilà, autant de chômeurs qui vont trouver de l'emploi,
mais dans tel secteur de la vie nationale. Ah, en ce moment-là, ceux qui se sont enregistrés savent déjà que non, il y a des emplois. Et puis on nous dit, comment est-ce qu'on va créer ces emplois-là? C'est là l'épine. Voilà. Voilà, nous allons un peu essayer de clore ce débat, mais la dernière question, vous allez essayer de me définir un peu ce concept, la révolution de la modernité, mon Ulf. Ce n'est pas à moi de pouvoir définir la révolution de la modernité. Qu'est-ce que vous comprenez de ce C'est au chef concept de l'État, Joseph Kabila, de définir la révolution de la modernité parce que c'est son programme quinquennal, c'est le programme qu'il a amené lors de la campagne électorale vis-à-vis de ses électeurs. Mais là, quand je comprends seulement le terme révolution, je vois une certaine révolution, comme je le comprends bien. Quand je vois la modernité, ça veut dire qu'il y a une certaine modernité. Au fait, nous devenons dans un monde moderne, un monde qui n'était pas auparavant moderne, et qui est devenu moderne, et parce que ce monde est devenu moderne, il faut maintenant le révolutionner, il faut révolutionner maintenant cette modernité. Et là, moi, je me pose la question de savoir, quand nous regardons ce qui se passe, par exemple, à travers le monde, en Occident, aux États-Unis d'Amérique, on voit ce qui est des modernes, on se pose la question, est-ce que nous avons déjà ce qui est des modernes que nous voyons en France, que nous voyons aux États-Unis, pour qu'on puisse maintenant le révolutionner? C'est la question que moi, je me pose. Est-ce que, et là, le problème, c'est pas d'énoncer des gros termes comme ça, et le problème c'est de les justifier aussi à travers le monde. Moi je pense que le chef de l'État devrait continuer avec les 5 chantiers. C'était plus concret. C'était concret avec les différents secteurs. Comme pour la première législature, il s'est plus engagé dans les infrastructures. Il pouvait dire que je mets un petit bémol là-bas, j'ouvre maintenant la voie vers un autre secteur, par exemple l'emploi, par exemple la santé des choses ou l'énergie. Continuer avec ce même programme. Parce que on n'a pas encore terminé avec le programme de la première législature. On attaque un autre. Comment on peut attaquer avec un autre programme? Moi, je suis historien. Quand on me parle de la révolution, c'est qu'il y a un changement. Le changement peut être aussi brusque. Alors, on a changé quoi? Moi, j'aimerais qu'on continue à parler de 5 chantiers de la République, mais sous la deuxième législature. Voilà, nous courons avec l'heure, vous connaissez la télévision, nous attaquons le deuxième thème. Oui, avant justement, en une minute, le Premier ministre a parlé également de son budget pour les 5 ans, 48 milliards. 48 milliards de dollars. Quand nous les répartissons en 5 ans, nous avons 9 milliards de dollars pour chaque budget, pays. Mais d'ailleurs, d'abord 2012 n'a pas encore de budget. Et je me dis comment ça va se passer. Mais en rapport avec ces montants, justement, cette enveloppe budgétaire, je me dis comment il va mobiliser cet argent. Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité d'aller au-delà des 48 milliards? Parce que je me rappelle, dernièrement, le ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, Luzolo Bambi, a dit par exemple qu'il y avait 12 milliards de dollars qui s'est volatilisés chaque année. Mais puisqu'il y avait déjà cette fuite-là qu'on a vue, 12 milliards de dollars qui s'est volatilisés chaque année, il y a alors une possibilité de pouvoir fermer le robinet pour ramener cet argent dans les trésors publics. Et comme ça, avec l'argent en ressources propres, on peut aller au-delà. Ça veut dire que, est-ce que le Premier ministre n'a pas cette volonté de pouvoir fermer des robinets aujourd'hui pour ramener ces 12 milliards d'évasion fiscale au sein de la caisse de l'État pour que, effectivement, ça puisse profiter au budget de l'État? On peut aller même au-delà des 48 milliards de dollars et ça va concrétiser. Moi, plutôt, ça m'a un peu intrigué. Je me dis, mais au fait, l'Angola, un pays voisin de la RDC, le budget est de combien? C'est plus de 45 milliards. Par an. C'est ça. Alors, pour un grand pays avec d'immenses potentialités comme le nôtre, voilà ce qu'on nous présente comme budget de 5 ans. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi on est limité. Alors que si on prend les contentieux qui nous divisent avec l'Angola, avec le pétrole, dans les zones territoriales qui nous séparent avec... on perd combien par an? On perd combien par jour? Par jour, à peu près, vous avez les chiffres? Mais je vous dis, c'est au-delà. Donc aujourd'hui, si on récupère ça, je pense bien que nous pourrions avoir simplement avec les pétroles là-bas, mais on peut aujourd'hui avoir un budget de plus de 100 milliards. De 10 milliards. 10 milliards. Ok, nous prenons la situation à l'Est, Monu Foboso. Qu'est-ce qui se passe à l'Est? Où est Bosco Tanganda à cet instant précis? Bon, là, il faut demander au FARDC. Mais je sais que c'est un général de FARDC.
il est entré en rébellion. Moi, ça m'a surpris quand j'ai appris que Bosco Ntaganda est rentré en rébellion. Je me rappelle, il y a de cela, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans. 3 ans comme ça, quand on a mis la Messe Kunda. Directement, on est parti avec l'ancien ministre de la Défense qui est aujourd'hui le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés jusqu'à Rumangabo, on a fait Kiwanja, on a fait Rutshuru jusqu'à Bunagana. Mais je vis ce Bosco Ntaganda parler. Il avait des assurances et qu'il voulait travailler avec les FARDC. Et là, le gouvernement a mis entièrement confiance en lui. Comme quoi, ça devrait ramener la paix. Il a floué le gouvernement. Je me pose la question, depuis qu'on a signé cet accord-là, du 23 juin 2009, n'est jamais revenu dans notre pays. Chaque fois, nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs prenaient les petits kifunda, comme on appelle en lingala, les petits colis, sur la tête, ils étaient sur la route. Simplement par la volonté de certains gens. Mais aujourd'hui, le gouvernement l'a traqué. Parce que le chef de l'État a vraiment dit que non, je dois mettre fin à... Y a-t-il une volonté politique aujourd'hui d'arrêter Bosco Ntaganda? Il y a la volonté politique, d'autant plus que ça vient de premier d'entre les Congolais. Le magistrat suprême. En l'occurrence, c'est le chef de l'État, Joseph Kabila. Et quand il ne fait pas cette déclaration à 2000 km de là où se trouve ce monsieur, il a attendu, c'est stratégique. Il se déplace, il arrive là-bas, il fait des pareilles déclarations. Ça, c'était grave quand même. Un revirement total, parce qu'à tout le temps, tout moment, on l'avait défendu comme quoi, au nom de la paix, il fallait laisser ce monsieur. Est-ce que la paix est revenue? Je pense bien que le gouvernement de Kinshasa a compris que, malgré sa bonne foi, de laisser ces messieurs, de les protéger pour qu'il y ait la paix dans notre pays, on n'a jamais connu cette paix, il fallait les livrer. Et maintenant, on dit qu'il fallait arrêter ce monsieur. Ce qui m'a surpris, c'est la décision des FARDC d'arrêter les hostilités, alors que les gars étaient traqués, ils ne pouvaient plus sortir de là où ils se trouvaient. Mais pourquoi on doit arrêter pour dire... Je suis un peu révolté, c'est comme s'il y a le règne d'impunité dans notre pays. Vous traquez quelqu'un, il se retrouve dans un périmètre comme quand vous avez mettre la main sur lui. Et subitement, vous arrêtez l'opération. Pourquoi? C'est pour donner, donner le temps s'il vous plaît, dans l'armée, aux mutins de revenir dans les zones. Vous n'obéissez pas au chef, s'il n'y a pas la discipline dans l'armée, ce n'est plus l'armée. Ils ont désobéi au commandant suprême. Ils ont démissionné de leur poste. Ils ont fait défection. Ils ont créé un mouvement, le M23. Ils ont créé les M23. Et leur armée s'appelle aujourd'hui Armée nationale congolaise, CNDP. Okay. Mais pourquoi on doit encore avoir pitié de ces gens-là, leur demander de se rendre? Non, FARDC. Ça, je lance un appel en tant que Congolais révoltés. Parce que de tels genres de choses, ça a commencé au Sud-Soudan jusqu'à cette guerre. On a coupé les pays là. Mais il ne faudrait pas que cette situation reste récurrente pour notre pays. Je suis donc sidéré de constater que on cherche à ménager. Mais ce n'est pas normal. Il faut qu'on traque, qu'on arrête ces messieurs. Ambroise Mamba, est-ce qu'on essaie de ménager le chou et la chèvre? Moi, par rapport à cette question, moi je trouve que tout est parti de la mauvaise négociation et applicabilité des accords du 23 juin 2009. Hein. Les accords qui ont fait que une certaine paix revienne au 29 mars, je pense bien. Le 29 mars 2009, okay. Effectivement. Alors, Bosco Ntaganda, après avoir signé cette paix avec le pouvoir, il est resté avec ses militaires, avec ses hommes. On a procédé à ce qu'on appelait mixage. Ça, c'est l'échec du mixage. Puisqu'il avait toujours la possibilité de contrôler ses hommes. C'était une de ses conditions pour accepter. Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit que ça n'a pas été bien négocié. Et à cette époque, si on a la possibilité d'utiliser la force, on devait le faire à cette époque, mais on ne l'a pas fait. On a fait la paix, et ce qui a fait que quand il a été réclamé au niveau de la CPI, on a dit non, de la paix, on ne livre pas à la CPI. En cours d'ailleurs le temps, que prévoit le gouvernement Matata par rapport à cette situation? Je vais y arriver, justement. Bon, le gouvernement Matata, c'est toujours dans cette volonté de pouvoir pacifier l'Est du pays. La volonté seule ne suffit pas, mais c'est faire, effectivement, qu'il y ait la paix. Comme l'a dit mon aîné Monulf, les FRDC sont arrivés à traquer les dissidents, les rebelles, mais ils sont arrivés
jusqu'à dans les sa ferme, enfermer selon les dernières nouvelles, ils sont même arrivés dans la ferme de Bosco Ntaganda. Oui, aujourd'hui, ils ont pris les armes, mais il n'est pas là. Il est où, Bosco Ntaganda? Voilà le problème, parce que aux dernières nouvelles, on apprend que le monsieur serrait, il voudrait faire la jonction avec ces hommes. À quel niveau on parle de Rutshuru? Et Rutshuru, vous savez que c'est juste à la frontière avec le Rwanda. Donc, si on a mis fin à ces opérations comme c'est décidé, donc on lui crée, je ne sais pas, un couloir, qu'il parte comme Kunda est parti. Aujourd'hui, combien de fois on a réclamé pour que Kunda revienne dans notre pays? Il n'est toujours pas revenu. Donc, je pense bien que la moindre des choses, c'est d'arrêter ces messieurs. Au risque de traiter la RDC des complices. Nous ne voulons pas que notre pays soit complice. Et pourtant, ces Congolais-là, qu'on a tué en Ituri, moi qui vous parle, j'ai été là, j'ai vu ces jeunes gens-là, j'ai fait même des reportages avec des jeunes gens de 9 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, avec des armes comme ça. J'ai été inquiété, je le vois, à 13 ans, ils tiraient comme ça, j'ai filmé. Je dois vous dire sincèrement que ça, c'est des crimes contre l'humanité. À telle enseigne que quand quelqu'un est poursuivi comme ça, on doit mettre la main sur lui. Et c'est le cas pour Bosco Ntaganda. Et tous ces programmes-là, allez-y voir. Amani Léo, Amani 1, Amani 2, Roudia, toutes ces opérations-là, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Il est vrai que dans certains coins, il y a cette accalmie. Mais pourquoi ça doit rebondir encore aujourd'hui? Et puis ce qui est contradictoire dans tout ça, Paulette, ce qui est contradictoire, Bosco Ntaganda est réclamé à la CPI et les autorités congolaises disent nous n'allons pas le livrer, mais nous allons les juger, nous faisons foi aux juridictions nationales. Mais si vous faites foi aux juridictions nationales et vous avez eu la possibilité de l'avoir, vous les lâchez. Ça signifie quoi? C'est vraiment paradoxal. Donc, vous voulez une chose et son contraire. Et vous voulez qu'il se rende ou vous voulez qu'il puisse avoir un couloir pour fuir, qu'il se retrouve au Rwanda comme Laurent Kunda ou quoi? Alors, s'ils avaient la possibilité de pouvoir traquer, saisir Bosco Ntaganda et les juger sur le plan national, et d'ailleurs, encore faudra-t-il qu'on puisse bien nous définir les chefs d'accusation, les chefs d'inculpation de Bosco Ntaganda sur le plan national, parce que les crimes pour lesquels il est poursuivi au niveau de la CPI, ce sont des crimes de guerre, des crimes comme d'humanité. Mais par rapport à ici, on n'a pas encore défini. Mais il faut qu'on les concrétise, justement. C'est vraiment contradictoire. Trahison, excusez-moi, il y a eu les problèmes de pouvoir le livrer au niveau de la CPI, et c'est là que le chef de l'État a réagi en disant par exemple qu'il ne travaillait pas pour la communauté internationale. Vous qui êtes historien, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement aujourd'hui, vu le recul du temps, pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo? Je pense qu'il faut commencer par restructurer notre armée. La première chose. Oui, la première des choses, c'est ça. Mais on a connu des rébellions du temps de Mobutu. On a connu des rébellions du temps de Mobutu. Mais Mobutu a pu récupérer tous ces gens. Vous voulez que je les cite? Je peux le citer au nom de l'histoire. Les Gbeignés ont été récupérés. Hein? Je me rappelle du général là, je ne sais pas, c'était Singa ou qui ont été récupérés. Ils ont œuvré dans l'ancienne, comment est-ce qu'on appelle ça? Phase. Vous comprenez? C'est la même chose. Le mal, c'est quoi? C'est parce que ces gens-là considèrent que ils sont militaires juste pour rester dans le Kivu. Non. Ils protègent leur minorité. Non. Ils protègent la minorité. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas de minorité dans notre pays. Dans ma ville natale, il y a une tribu qu'on ne peut pas trouver partout ailleurs. Mais ils ne sont pas plus de 3000. On ne peut pas parler de minorités dans notre pays. Les gens qui sont là, ils disent qu'ils sont militaires, ils sont bons pour rester à l'est du pays. Mais ça, c'est une désobéissance au commandement de l'armée. Je dis bravo au FARDC parce qu'autrefois, il détalait devant les ennemis. Mais aujourd'hui, il progresse. Aujourd'hui, je dis bravo au FARDC. Ça, c'est l'armée de mon pays. Je suis fier d'elle pour avoir fait face à cette nouvelle rébellion. Et voilà, aujourd'hui, les résultats, c'est quoi? C'est maintenant le chef de cette rébellion qui pouvait parler, donner des ordres de progresser sur les théâtres de l'opération, qui détale comme un petit lapin. On ne sait même pas où il se trouve. Ça, c'est positif d'abord. Et je demanderai à ce qu'on ne cesse pas avec ces opérations, qu'on continue, qu'on traque et qu'on arrête tous ces gens-là avec même Sultani, les colonels Sultani, Makenga. Je pense bien qu'il faut commencer par permettre ceux qui sont à l'est du pays, les envoyer à l'ouest. À l'ouest. Ceux de l'ouest vont là-bas. Et ça soit rotatif comme ça là. Et ces gens-là n'auront pas des affinités avec les pays voisins là qui nous tendent la main. La journée, la nuit, c'est autre chose. Ils font autre chose. Ils coopèrent avec les chefs des troupes qu'on envoie là-bas. Mais nous allons voir aussi, pour terminer,
la santé de cette nouvelle rébellion. Donc, Si Ambroise cette Bamba, il y a rébellion- une nouvelle rébellion à C'est l'Est. une nouvelle rébellion à l'Est. C'est Mais une on a nouvelle donné le rébellion. nom, l'armée nationale congolaise, CNDP. CNDP. C'est ça. Moi, la je me nouvelle demande rébellion. ce que devient le CNDP comme parti politique. Voilà. Hein? C'est qu'il devient comme Et parti ici, politique. ils sont Je me ça, demande. ils utilisent le langage de bois. Vous le cherchez à le joindre par téléphone, vous ne savez pas. Et le leur- joindre. le- je- Mais ils ont dit comme revendication qu'on n'a pas accepté leur désidérata. Ils devaient mais je entrer pense dans qu'ils sont pas les seuls ils Congolais. devaient entrer Ils ne dans sont- le gouvernement, ils ne sont pas ils les devaient seuls entrer dans Congolais. les institutions, on l'a pas Entre nous, respecté. Entre nous. Ils ne sont pas les seuls Congolais. Vous prenez les armes, vous voulez chaque fois que vous soyez récompensé par des postes Par les armes, ministériels. hein. Ils sont pas les seuls. Le MLC l'a fait, le RCD Goma l'a fait à l'époque, oui. Ils sont là dans les institutions du pays. Mais C'est c'est- les combats et démocratiques. ils ont demandé Je ça, pense on l'a qu'à pas l'époque, il y respecté. avait un problème de légitimité, il y avait une crise de légitimité de pouvoir. Et dès qu'on a résolu la crise de légitimité de pouvoir, il y a eu élection, il y a eu un président de la République élu, il y a eu une institution parlement. Je pense qu'il n'y a plus de rébellions qui peuvent se former. Et d'ailleurs, La leur rébellion problème, est-elle là, c'est une manière de anticonstitutionnelle? légitimer. C'est une manière de légitimer leur rébellion, par Donc, exemple. Mais ils n'ont pas le moi, droit je de pouvoir pense se qu'il ne former en faut pas rébellion. que le chef de l'État ou le gouvernement accède à leurs revendications. Ça ne vaut pas la peine. Ils ne sont pas les seuls. Sinon, ça va faire l'effet des contagions. Demain, ce serait mon tour de prendre les armes et dire que non, je vais aller combattre. Mais je vais tuer mes frères et sœurs. Ça sert à quoi? Les combats, on les fait. C'est là quand on nous envoie aller aux élections. Allez, battez-vous. Et quand vous gagnez, vous venez au Parlement. Vous avez un point de vue à émettre et vous les mettez dans des institutions. Mais je disais ceci, s'il vous plaît. Je disais ceci. Qu'on saura voir la santé de cette rébellion si nos voisins sont sincères avec nous. Parce que s'ils n'ont pas de base arrière, ils ne vont pas survivre. Donc, le Rwanda est obligé de dire la vérité aujourd'hui que, voilà, moi, je lève ma main, C'est là que je la ne diplomatie, soutiens pas. C'est là que la diplomatie doit Voilà, jouer. je lève ma main, je ne soutiens pas cette rébellion. Même chose avec l'Ouganda, et Le nous Burundi. saurons que voilà, ils n'ont pas de ramifications avec les pays voisins de la RDC. Et en ce moment, vous verrez que c'est mort-né. Moi, je ne Voilà. voudrais pas que cette situation mette le chef de l'État, je le dis en une minute, je ne voudrais pas que cette situation mette le chef de l'État en difficulté. Comme il a eu cette difficulté lors de la législature précédente, il y a eu Laurent Kunda qui a pris pratiquement 2 ans. Tous les fonds du pays étaient destinés à l'Est du pays. Moi, je ne voudrais pas qu'on revive la même situation encore aujourd'hui. Pourtant, le pays a bien des besoins, il y a bien des attentes de la population à pouvoir satisfaire. Il ne faudra pas qu'on puisse renvoyer Il ne faut pas que tout le temps les l'Est fonds de là-bas la à l'Est du République pays. reste- Et c'est là Non, qu'effectivement, non. on doit résoudre cette question une fois Non, pour il toutes. faut qu'on mette plutôt fin à cela. Parce que l'argent qu'on cherche à gauche, à droite ici, c'est pour répondre aux besoins des populations. Et les conditions de vie des Congolais aujourd'hui, c'est le social qu'il faudrait que le gouvernement trouve solution au social des Congolais et non aller acheter les armes pour gaspiller l'argent Gaspiller inutilement l'argent. comme ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Web Presse d'aujourd'hui. J'avais le réel plaisir de recevoir des éminents collègues. Ils ont débattu, nous avons débattu de 2 grands thèmes qui font l'actualité en République démocratique du Congo, le programme du gouvernement Matata et la rébellion à l'Est, quid de la rébellion à l'Est de la République démocratique du Congo. Alors nous disons chapeau au FRDC, chapeau au FRDC, vraiment du courage à nos hommes qui sont au front. Nous nous retrouverons donc la semaine prochaine, j'espère avec la même équipe pour décortiquer encore d'autres sujets qui feront l'actualité en République démocratique du Congo. Restez branchés sur le programme de Congo Web Télévision, la télévision haute définition. Au revoir.